Merci Guylaine, merci Françoise. Bonsoir à tous. Des stupéfiants qui vous arrivent le plus légalement possible dans votre boîte aux lettres. Du cannabis Made in France qu'on relocalise et qu'on fait pousser à la maison. La France aurait-elle perdu la bataille contre la drogue? C'est le thème de ce 191e numéro de Complément d'enquête. La consommation de drogue n'a donc jamais été aussi élevée en France. C'est vrai pour le cannabis, 1 200 000 personnes en prennent régulièrement. C'est encore plus vrai pour la cocaïne. Là, la consommation augmente. Et pourtant, la France dispose sans doute d'une des réglementations les plus restrictives d'Europe. Alors, que faut-il faire? Faut-il changer les règles? On a parlé pendant cette campagne de légalisation, de dépénalisation. On va en parler ce soir. On va aussi parler de certaines réalités mal connues. Par exemple, réalité de la situation catastrophique aux Antilles qui croulent littéralement sous la drogue. Réalité aussi de ces produits de substitution, de ces stupéfiants qu'on peut trouver sur Internet et se faire livrer le plus légalement possible chez soi dans sa boîte aux lettres. Et puis réalité du cannabis qu'on peut produire maintenant chez soi, qu'on relocalise, qu'on produit en France. On le fait pour soi, mais des trafiquants le font aussi dans des espèces d'usines à cannabis. Alors bien sûr, pour parler de tout ça, on n'a pas pu s'installer dans une de ces usines de cannabis. On ne l'aurait pas voulu d'ailleurs. On s'est installé ici dans ce très beau parc André Citroën, évidemment pas parce que c'est un lieu de deal, mais simplement parce que c'est un bel endroit. On recevra ici Marc Eddy. C'est un ancien drogué, il s'est reconverti dans la prévention. Il a monté une société maintenant qui fait du diagnostic sur la consommation de drogue en entreprise. On recevra aussi le professeur Michel Reynaud, c'est un des meilleurs spécialistes français des questions d'addictologie. Et puis Arnaud Aubron, c'est un journaliste, il vient d'écrire Drug Store aux éditions Don Quichotte. Et il trouve, lui, qu'il faut arrêter l'interdit et prône évidemment la légalisation. Mais commençons donc par cette enquête en forme de constat. Ça se passe aux Antilles. Elle est signée Clément Castex, Philippe Maire et Alexis Pinel. Ils sont allés en Martinique. Sainte-Luce, en Martinique. Il est 6 h du matin. Ce petit port de pêche va voir déferler une vague bleue. Dans les yeux de l'adjudant de la Senta, on lit du stress. C'est que ce matin, pour lui, c'est la fin d'1 an d'enquête. On va chercher qui? Personne qui est impliquée dans la vente de stupéfiants. Gros dealer, un petit... Important déjà. Au niveau local, oui. Il y a du danger, possiblement. Jusqu'à ce jour, pas connu, mais il faut être prudent. Comment on y va? Une dizaine de gendarmes s'engouffrent dans une ruelle du centre-ville. Au milieu, l'appartement du dealer. Pas de bélier, pas de porte défoncée. L'enquêteur frappe tout simplement à la porte. Il connaît bien le bonhomme. Ouvre. Ouvre la porte, s'il te plaît. Viens, c'est Laurent, je veux te voir. Ouvre. Ouvre la porte, s'il te plaît. Au saut du lit, Viens, c'est... résigné, l'homme obéit aux gendarmes. Est-ce que tu veux faire prévenir quelqu'un de ta famille que tu es en garde à vue? Non. Non? D'accord. Tu as droit de te taire aussi. D'accord? Je vais te faire signer ça, tes droits. Sur la table là-bas? Voilà, ici. Arthur n'a pas tenté de fuir. Malgré les menottes, la fouille, il est même plutôt détendu. Comment vous vous sentez? Comment vous allez? Ça va. C'est pas la paix du monde, quoi. L'homme n'a même pas pris la peine de cacher sa marchandise. Elle est là, posée dans la cuisine. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? C'est l'herbe. Ça c'est l'herbe? Oui. Il n'y a que de l'herbe là-dedans, Raphaël? Oui. Jolie prise pour les gendarmes. C'est combien la grosse là? 2 kilos d'herbe et cette plaquette blanche. Qu'est-ce que c'est? C'est du crack. C'est quoi? C'est un dérivé de cocaïne qui est bien plus puissant que la cocaïne. Ici là. Dangereux? Très addictif. Aux côtés du dealer, sa compagne, 20 ans, enceinte. Elle est accusée de recel, accusée d'avoir vécu de l'argent de la drogue. Revenu estimé, 3 000 € par mois.
Leur appartement est fouillé de fond en comble, sans ménagement. Les gendarmes vont saisir des dizaines de vêtements de marque, tout neufs. Avec ça, ils vont évaluer le train de vie du trentenaire. Mais Arthur n'est pas inquiet. Pour lui, écouler de la drogue, ça n'est pas si grave. J'ai pas tué, j'ai pas violé, j'ai pas fait, j'ai pas braqué. J'ai essayé de vivre quoi. 50 €. Ok. En vendant un peu de drogue. En vendant un peu de drogue. Arthur est aussi poursuivi dans une affaire de cambriolage. Il risque quelques longues années de prison, mais son arrestation ne résout pas grand-chose. Le garçon va vite être remplacé. Le problème, c'est que dès qu'il y en a un qui perd sa place, il y en a un qui prend le relais derrière. Il faut beaucoup travailler pour arriver à remonter, à identifier tout le monde. Chaque année, la petite compagnie du Marin traite une dizaine d'affaires comme celle-ci. En Martinique, la vente de drogue est un business juteux, car la demande est très forte. Samedi soir à Fort-de-France, 140 000 habitants. Tous les week-ends, la ville la plus peuplée de l'île affiche aussi les nuits les plus chaudes. Nous suivons la brigade anti-criminalité. La drogue occupe les 3/4 de leur activité. Ce soir, il ne pleut pas. Les accros au crack errent partout dans la ville. Monsieur, bonsoir. Contrôle de police. Sur l'île, il serait près de 3000 à fumer du crack dans la rue, aux yeux de tous, même des policiers, qui vont saisir leur drogue. Ça, c'est une pipe, hein. C'est ce qui leur sert pour fumer le crack. Hein. Voilà. Hein, par exemple, ce monsieur, là, en fumant ça, toute la nuit, il peut tourner dans Fort-de-France, il va voir la perche. Vous en fumez souvent? Oui, monsieur, à 49 ans. Je m'en cache bien. Ça me fait du bien à moi. À moi, personnellement, tout seul, oui. Vous en prenez beaucoup? Pas trop. Par jour? Peut-être 8, 10. En plus, me donne un petit 15, des moments, des 20. Combien tu achètes ça? 10 €. Hein? 10 €. 10 € pour 4 prises, c'est la drogue du pauvre. C'est nocif. C'est du crack, ça leur bousille la tête. C'est de la cocaïne mélangée avec de la chaux vive. C'est un mélange extraordinaire. Ça C'est courant aussi? Pardon? C'est courant? Ah, c'est très courant ici à Martinique. Très courant. Tellement courant que la BAC baisse les bras. Nous, personnellement, à part attraper les petits dealers à notre niveau, on peut pas faire grand-chose. Le problème, c'est que le crack est déjà arrivé sur l'île. Quand nous, on arrive, on voit le monsieur là avec 2 boulettes de crack, le mal est déjà fait, parce que le crack est déjà là. Donc nous, on peut rien faire. Du crack et de l'herbe en masse qui arrive des îles d'à côté. Là-dessus, rajouter 2/3 des jeunes au chômage. Résultat, à Fort-de-France, les revendeurs pullulent. Ici, vous avez un groupe de petits dealers ici. Il y en a 2-3, ils sont tout le temps assis sur des chaises, et puis voilà. Leur bureau. Et là, il y en a qui restent là toute la nuit. Vous interpellez pas, non? On les contrôle, on l'interpelle. Généralement, quand il y en a un qui court, c'est qu'il a du crack sur lui. Donc, quand il ne court pas, généralement, c'est qu'ils n'ont rien à se reprocher. Le produit le plus prisé dans l'île, c'est le cannabis. Les Martiniquais brûleraient 500 kilos d'herbe par jour. C'est énorme. Ici, fumer un joint est devenu banal. Monsieur, bonsoir, contrôle de police. C'est pas une connerie. Vous avez des papiers sur vous, monsieur? Vous avez des produits stupéfiants sur vous ou pas? Il est où? Donc, vous voyez, c'est un peu la consommation des jeunes de certains jeunes pour les nuits. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'herbe cannabis. Son nom fumeur, c'est pas de l'autre. Non? Non. C'est quoi? On va dire que c'est comme la cigarette. Amélioré. Sur 100% des Martiniquais, il y a 90% qui fument. Que ce soit les jeunes ou les personnes âgées fument. Le monsieur doit venir au commissariat, on le pèse devant lui, et il y a une procédure, ce qu'on appelle une procédure simplifiée, et la destruction des produits. Vous avez marqué tous les gens qui ont de l'herbe dans la poche? Normalement, oui. Je dis bien normalement, mais bon, c'est vrai qu'il y a selon la quantité,
on n'embarque pas forcément les personnes. Vous gardez le produit. On garde le produit. On n'arrêterait pas d'avoir du monde au poste. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? On n'arrêterait pas d'avoir du monde au poste. On serait tout le temps occupé à taper des PV pour si peu. Et ça nous bloquerait plutôt d'aller voir des mecs qui sont armés ou quelque chose de plus grave. Donc je vais vous laisser partir. Ouais. Donc le monsieur, il disait tout à l'heure qu'on ne peut pas l'arrêter. Et donc je lui dis, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter. Et non, pour ça, non, parce que on va faire une procédure, on va faire 45 minutes pour avoir pour 2 grammes d'herbe. Il y a même une sorte de palier officieux. Les policiers l'avouent, jusqu'à 50 grammes d'herbe dans la poche, vous évitez la garde à vue. Une police tolérante. Et pourtant, les tribunaux de Lille sont engorgés d'affaires liées aux stupéfiants. Le département abrite à peine 400 000 habitants, mais affiche plus de meurtres qu'à Marseille. La Martinique fume et c'est la justice qui tousse. C'est le procureur qui le dit. On avait fait une étude à peu près sur des audiences de comparution immédiate. Ça représentait au moins 50 à 60% des affaires pour lesquelles soit vous aviez quelqu'un qui était poursuivi pour trafic de stupéfiants, soit quelqu'un qui avait commis un acte de violence ou un acte quelconque, des cambriolages, sous l'effet de la drogue ou parce qu'il était consommateur de stupéfiants. C'est beaucoup, oui, bien sûr, c'est beaucoup. Palais de justice de Fort-de-France. Maître Bellemare est commis d'office pour une audience de comparution immédiate. Il rencontre son client quelques minutes avant le procès. Maître, cette affaire c'est quoi? Alors c'est une affaire de 2 copains mis sous fond de chômage, de drogue, crack, cannabis, donc une altercation et ils ont sorti des coups de lin, donc avec des blessures, violences réciproques. Le problème c'est qu'ils sont chacun récidives. Le président et ses assesseurs vont juger les 2 ex-amis. Ils risquent la prison ferme pour avoir échangé des coups de couteau. L'audience est ouverte. Vous avez, semble-t-il, un contentieux entre vous qui remonte à quelques mois. Alors on ne sait pas très bien la nature exacte de ce contentieux. Monsieur, vous affirmez que monsieur auparavant vous reproche de ne pas avoir aidé son frère lorsqu'il était en prison. C'est ce que vous avez indiqué. Et vous, monsieur, vous parlez d'une accumulation de petites paroles qui ont fait que vous n'êtes plus amis, comme c'était le cas auparavant. Parce qu'il y a un 3e motif qui a été allégué, c'est que vous avez un business d'herbe entre vous et qu'il y a un problème, un litige sur ce business d'herbe. Non. C'est ça, monsieur? Non. C'est pas ça? Le juge soupçonne les 2 chômeurs de trafic de drogue, mais il n'a aucune preuve. La procureure demande 6 mois de prison ferme pour l'homme en rouge et 2 ans pour son compère, déjà condamné 13 fois par la justice. Un dossier qui vient encore une fois témoigner d'une banalisation absolument affligeante de la violence dans notre département. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment des faits, les 2 prévenus étaient ivres. Vous aviez consommé autre chose que de l'alcool ou pas? Un joint de cannabis. Un joint de cannabis, monsieur? Oui. Un joint aussi? Un seul? 2, 3. 2, 3. En cas de récidive, être drogué ou alcoolisé a tendance à alourdir la peine. Maître Bellemare va en jouer pour accabler l'homme au t-shirt bleu, l'agresseur de son client. Mais est-ce que vous consommez du crack? De temps en temps. De temps en temps. Vous consommez du crack, monsieur? Oui, non. Non, vous ne consommez pas. Leur avenir va être tranché en 10 minutes par la cour. Ils ont 22 et 34 ans. Direction la prison. Le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés, vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement, ordonne votre maintien en détention. En ce qui vous concerne, monsieur, le tribunal vous déclare coupable et vous condamne à la peine planchée de 2 ans d'emprisonnement ferme, ordonne votre maintien en détention. Les voilà partis pour Ducos, l'unique prison de Martinique. 500 places, 1000 détenus. Et si le seul tort de la Martinique, c'était sa place sur le globe? Ici, le climat permet à l'herbe de pousser n'importe où. Du coup, c'est Saint-Vincent, Sainte-Lucie, des îles toutes proches qui se chargent de fournir le département français en tonnes de cannabis. Nous sommes à l'Océartis, les Stupes. Bonjour. Merci de nous accueillir. Voici le commissaire Frédéric Ménard, le patron. À 7000 km de Paris, il s'occupe de traquer la cocaïne, qui elle aussi transite en masse dans le coin.
Écoutez, la cocaïne, puisque c'est ce qui nous intéresse, c'est produite en Amérique du Sud. Donc, quand vous regardez dans cette direction-là, vers le sud, à environ 400, un petit peu moins de 400 km, on va dire 300 km. Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, on est à quelques centaines de kilomètres des producteurs que sont le Pérou, la Bolivie et surtout la Colombie. Effectivement, à quelques encablures des côtes françaises finalement. Un petit bout de France collé aux producteurs mondiaux de cocaïne qui exportent chaque année entre 1000 et 1500 tonnes de poudre. Pas de chance, les Antilles sont sur la route. Je suis un narcotrafiquant colombien, qu'est-ce que je fais de ma cocaïne? Écoutez, votre cocaïne, vous allez tenter de la faire transiter par le Venezuela. Donc ici même, donc tout au bout de l'arc antillais. Ça charge ici, les voiliers. Les voiliers très fréquemment remontent ensuite le long de l'arc antillais. Remontent l'arc antillais pour ensuite souvent passer par ici, le passage du Sombrero, la passe de la Negada, et ensuite repartir vers l'Europe. Donc il se trouve complètement à l'est là-bas. Si la majorité traverse l'Atlantique en voilier, on estime que chaque mois entre 2 et 300 kilos de coke débarquent en Martinique. Donc une fois la cocaïne livrée en Martinique, elle repart à hauteur de 70 à 80% vers l'Europe, vers la France. Et ça va passer par le biais de mules, par le biais de colis postaux, de fret, par le biais de conteneurs également. Le reste est consommé sur place, transformé en crack. Depuis 10 ans, la France a investi des dizaines de millions d'euros pour lutter contre les puissants narcotrafiquants. Mais ça n'est pas simple. Malheureusement, quelles que soient les mailles du filet qu'on essaye de tendre, ça passera toujours parce que on a tendance à dire, des fois en plaisantant entre nous, que l'imagination des trafiquants est sans limite. Et on le constate nous effectivement au quotidien. Ils ont une imagination fertile pour réussir à faire passer le produit. Ils ont des moyens évidemment financiers considérables. Pour autant, nous, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal. La France l'année dernière a saisi 10 tonnes de cocaïne. Et notamment dans cette zone ici en Martinique, nous avons travaillé nous-mêmes Antenne Caraïbes sur 7 tonnes de cocaïne. Avec les États-Unis, la France est en pointe dans cette guerre contre les stupéfiants. Pourtant, seuls 10 à 15% de la drogue mondiale est saisie. Ça veut dire que près de 90% est consommé. Retour avec les gendarmes. En l'air, le souci de la Martinique se dévoile. 300 km de côte, de plage, un paradis pour les touristes, mais aussi pour les trafiquants. Ils viennent avec des gueules qui sont assez petites, même si elles sont motorisées, et ils peuvent se déplacer n'importe où et débarquer n'importe où. Donc que ce soit des plages de type mangrove ou des plages tout simplement de sable. La cible des gendarmes, c'est Yole, de petites barques au moteur surpuissant. Elles arrivent de Sainte-Lucie avec des dizaines de kilos d'herbe, parfois de la cocaïne. Ce soir, les militaires préparent une opération anti-débarquement. Ils ont mis les gros moyens, hélicoptères, bateaux et 80 hommes. Le colonel Debarge supervise l'opération. Sans être capable de lire dans le mar de café ou dans une boule de cristal, la soirée pourrait être intéressante. Intéressante, car un indice a révélé le lieu d'une possible livraison. Les hommes sont tendus. Un des leurs s'est déjà fait tirer dessus par ces dealers prêts à tout pour préserver leurs marchandises. On se concentre, on se prépare. On repense parfois à ce qui s'est passé il y a 1 an et demi, c'est un blessé très grave. En face, c'est des gens coriaces? Oui, dangereux, oui. Armés. Donc armés d'armes de poing, armes de chasse. Dangereux? Dangereux, déterminés. 19h, les gendarmes ont attendu la nuit. À tous de India Autorité, donc un individu descend chemin bas, Le commandant Jaffar pilote l'équipe d'intervention. La plage est à quelques kilomètres. Tout le monde se déplace en véhicule banalisé. Il s'agit d'être très discret. Au même endroit, 4 mois plus tôt, ils ont intercepté 280 kilos d'herbe. À l'instant, une écoute téléphonique vient de valider une livraison ce soir. Les infos sont confirmées. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les renseignements qu'on a de deux sources différentes nous signalent bien l'arrivée d'un bateau cette nuit. La réquisition du procureur autorise les gendarmes à rester jusque minuit. Le parking, la plage, l'horizon, tout est scruté sans relâche. Il y a quelque chose en vue là? Non, pour l'instant on n'a rien en vue.
D'abord, c'est très rapide. À partir du moment où on détecte une miaule qui serait susceptible de rentrer dans la baie, en moins de 2 minutes, elle a bitché et 3 minutes après, elle a commencé à débarquer. Donc c'est quelque chose où il faut être très réactif pour le dispositif. Sur la mer calme, RAS, le néant. Il fait 30 degrés. Les gendarmes vont planquer 5 heures sur cette plage. Pour rien. Minuit, c'est fini. La lutte contre la drogue, une guerre presque déjà perdue. Non, c'est pas perdu d'avance, puisque des fois on en attrape, donc il y en a beaucoup. On va dire que c'est pas. Mais il y en a, on sait qu'il y en a beaucoup qui passent. On sait que c'est un fléau pour cette île, mais non, on peut pas laisser. Même si c'est infime, le peu qu'on va arriver à extraire, ce sera ça de gagner. Un jour, il n'y en aura plus sur cette île, vous pensez? Moi j'y serai plus, mais faut espérer. J'y crois pas. Voilà. Les dizaines de kilos d'herbe seront finalement livrés le lendemain sur une plage déserte, sans képi. Voilà pour ce reportage surprenant de Clément Castex. Et on a bien sûr ici, dans ce parc André Citroën, avec vous, Marc Kelly. On va parler de tout ça. On va parler surtout de cette espèce de sentiment de, d'accoutumance à la consommation de drogue. C'est un petit peu ce qu'on sent dans ce reportage. Ça devient presque naturel de consommer de la drogue. Vous êtes le directeur d'une société qui s'appelle Hélicol. Vous êtes passé par la drogue, bien sûr, mais vous êtes mis dans la prévention et notamment dans le diagnostic d'entreprise. Alors vous expliquez ce que vous voyez, mais est-ce que c'est ça ce que vous constatez dans la société aujourd'hui, cette espèce de banalisation du fait de consommer de la drogue? Complètement, on est dans un véritable problème sociétal. Donc moi, effectivement, j'accompagne les entreprises dans la mise en place de leur plan de prévention lié à la gestion du risque drogue, alcool, médicaments, puisque depuis 2002, les entreprises ont une obligation de sécurité. Ils doivent assurer l'intégrité physique et morale de l'ensemble de leurs salariés, et ça passe par la mise en place de plans de prévention, également sur les problèmes de drogue et d'alcool dans les entreprises. La loi leur demande de faire ça? C'est une obligation. D'accord. Et vous constatez quoi dans les entreprises? Que c'est de plus en plus présent ce problème-là? Alors effectivement, tous les secteurs d'activité sont concernés, que ce soit le transport, le nucléaire, le BTP, le tertiaire. Les chiffres officiels, c'est 15 à 20%. On est, nous, sur le retour d'expertise qu'on peut avoir, c'est de l'ordre de 25 à 30%. 25 à 30% des gens dans une société donnée positifs consomment des drogues. Voilà, au moins une drogue. D'accord. Et la drogue qui revient systématiquement, c'est le cannabis. Bon, il y a des entreprises différentes. Je pense à un cabinet d'avocats ou des gens dans la pub ou je sais pas quoi. J'imagine qu'ils consomment peut-être pas tout à fait la même chose que sur les chantiers. Donc, je pense à la cocaïne notamment, à des drogues comme ça. C'est pas. Il y a une sociologie de la drogue, si je puis dire. Plus maintenant. Avant, c'est fait effectivement. Donc, on disait que la cocaïne était réservée donc à une certaine élite il y a quelques années de ça, puisque ça valait à peu près 150 € le gramme. Aujourd'hui, dans les quartiers nord de Marseille ou sur la région parisienne, un gramme de cocaïne, on est à 30 ou 40 €. Donc, c'est un produit qui s'est complètement démocratisé et ça touche tout le monde, quoi. Pourquoi vous faites ça, vous? Je disais, vous êtes passé par la drogue. Vous avez été vous-même un consommateur. Bon, moi, j'ai jamais été un véritable toxicomane. J'ai été un consommateur comme un jeune sur deux. Simplement, je pense que quand on est consommateur, on est dans une phase de déni. On a cette phase de déni. On a l'impression que c'est pas grave, quoi. Et c'est vrai que le cannabis est un produit qui est tellement banalisé, certains médecins pensent encore que c'est une drogue douce. Il n'y a pas de drogue douce, ça n'existe pas, quoi. Simplement, quand on est dedans, on percute pas, quoi. On commence à percuter quand on a tout perdu autour de nous. Les parents, les enfants, la famille, etc. Le travail aussi. Et là, on se dit, merde, il faut réagir, quoi. C'est ce que vous dites dans les entreprises où vous intervenez, vous expliquez ça aux gens? Tout à fait, oui. Et ils vous disent quoi? Parce que, bon, il ne s'agit pas de faire l'apologie de la drogue, je le dis notamment pour le CSA, dans cette émission, la drogue c'est pas bien, c'est interdit, il ne faut pas en prendre. Mais qu'est-ce que vous leur dites quand vous intervenez? Et est-ce qu'ils ont conscience eux-mêmes d'être en difficulté en se droguant, ou est-ce qu'ils disent, bah tout ça, enfin, qu'est-ce que c'est qu'un petit pétard de temps en temps, c'est pas bien grave? Est-ce que c'est ça le discours majoritaire? Ouais, c'est assez compliqué. Donc moi, je suis pas dans la répression, je suis bien dans une démarche de prévention. Ce que j'explique aux salariés, c'est que quand on est au travail, on doit être clean, comme au volant d'une voiture, exactement pareil. Quand on est chez nous, on fait ce qu'on veut. C'est dans le cadre de la vie privée des gens.
Bon, simplement, c'est vrai qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque quand on est amené à consommer de la cocaïne. Quand on sait que de la cocaïne pure, c'est du kérosène, de l'ammoniac et de l'acide sulfurique, on se doute bien que quand on sniffe ça à longueur de journée, ça fait pas du bien, quoi. Oui, mais on essaye, on interdit, on poursuit les trafiquants, on poursuit les consommateurs, etc. On est répressif en France, et c'est la législation française qui est comme ça. Et puis il y en a qui disent, bah, ça marche pas, on consomme de plus en plus. Donc il serait peut-être temps d'autoriser, de légaliser, de dépénaliser. Vous dites quoi là-dessus? Alors, si vous me demandez mon avis, moi je suis pour la légalisation du cannabis pour le contrôle sanitaire, indéniablement. Pour le contrôle sanitaire, ça permettrait donc aux jeunes, entre guillemets, de fumer de la qualité, entre guillemets, et pas de fumer des produits coupés au cirage, à l'ammoniac, au henné, à toutes sortes de saloperies. Mais je suis contre parce qu'effectivement, le jour où on va légaliser le cannabis en France, ça va être l'explosion dans les quartiers. Pas simplement que dans les quartiers. Il n'y a pas que dans les quartiers où ça deal. Mais le shit en France... Parce que c'est une ressource qui va disparaître. Exactement, c'est la paix sociale. Ça alimente des familles. Enfin, c'est une mauvaise paix quand même. Ça. Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Mais moi, mon opinion d'expert, c'est foutu. Allez expliquer à un gamin qu'il faut qu'il aille travailler, comme son père lui a demandé de faire, alors que dans la journée, il peut gagner 200, 300, 400, 500 euros par jour. En 10 ans. C'est mort. Je pense que donc effectivement... vous dites prévention et en même temps rester ferme sur les principes et interdire, continuer d'interdire la drogue. Je pense que oui. Moi, ce qui me fait réagir assez violemment aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, quand on me demandait de faire de la prévention dans le milieu scolaire, on me demandait d'intervenir en 4e et en 3e, en me disant surtout, Marc, les 6e, 5e, tu n'y vas pas, ils sont trop petits. 10 ans plus tard, aujourd'hui, on me demande d'intervenir en classe de CM2 pour leur parler du shit et de l'alcool. Oui, parce qu'en 6e, c'est déjà trop tard. En 6e, ils sont déjà confrontés à des gens, à des gamins qui vont leur proposer. Donc vous dites que ça n'en finit pas de progresser pour des jeunes de plus en plus jeunes. Et la seule réponse que vous pouvez faire, vous, c'est l'information, la prévention et l'explication. Et la prévention. Bon, on ira voir tout à l'heure pour le professeur Reynaud qui nous dira ce qu'on peut faire en matière de prévention et aussi de soins. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, merci beaucoup, merci Marc-Élie d'être venu jusqu'ici pour nous parler de tout ça. Je vous ai venu de Montpellier exprès pour nous en parler. Je ne sais pas si vous connaissez les drogues de synthèse. Ce sont des produits fabriqués par des chimistes assez astucieux qui copient des produits naturels ou des amphétamines, mais avec des formules sans cesse renouvelées qui font qu'on n'arrive pas vraiment à les interdire, où la loi est toujours en retard d'une interdiction sur elle, ce qui fait que ces produits peuvent nous arriver tout à fait légalement dans nos boîtes aux lettres par le biais d'Internet. L'enquête est signée Romain Verlet, Antoine Hussert et Frédéric Prigent sur ce danger qu'on ne mesure pas. C'est une enveloppe qui vient de Pologne. Nous l'avons reçue par la poste le matin même. À l'intérieur, de la drogue commandée sur Internet. Nous nous rendons au CHU de Caen pour faire analyser cette substance qui nous a été livrée en 48 heures à domicile. Bonjour mesdames. Bonjour professeur. Romain Verlet, France 2. Enchanté. Nous avons acheté une drogue de synthèse qui n'est pas encore référencée au tableau officiel des stupéfiants. Pour 23 € dans ce sachet, 1 gramme de méthoxétamine. Méthoxétamine, ok. Bon, belle poudre, blanc un peu crème. On va le mettre en analyse tout de suite. Alors, je suis. Et puis, vous allez voir que si on a de la chance, on identifie très vite le pic, c'est-à-dire sous 1 heure. Et puis, on verra s'il y a des grosses impuretés avec. Le professeur Coquerel dirige un laboratoire spécialisé dans l'analyse des psychotropes. Normalement, c'est... Depuis 3 ans, il voit arriver de plus en plus de nouvelles molécules vendues en ligne, avec des notices qui le laissent toujours perplexe. On vous dit, alors surtout, ne pas consommer et tenir à distance des enfants, etc. Bon, et puis, ne doit pas être assimilé à un aliment ou à un produit ménager. Bon, bah, je veux dire, ça vous dit qu'en fait, je vous envoie un truc qui n'est pas officiellement interdit, mais je vous dis quand même que c'est dangereux. Cette poudre blanche, la méthoxétamine, est un anesthésiant utilisé normalement pour endormir les chevaux. Un produit autorisé en France. Mais détourné de son usage vétérinaire, c'est un redoutable psychotrope. La substance envoyée par la poste est d'une grande pureté. La poudre qui a été vendue correspond bien au nom qui était porté sur l'étiquette. Ça c'est légal, je peux me promener avec. C'est non illégal, j'irai. Le temps qu'on se penche officiellement sur ce produit et qu'on puisse le classer comme dangereux, donc stupéfiant.
Des molécules sans statut juridique qui ont les mêmes effets que les drogues traditionnelles. C'est la nouvelle parade des trafiquants. Chaque semaine, en Europe, une nouvelle drogue de synthèse arrive sur le marché. Mais il faut au moins 6 mois pour connaître ses dangers et pouvoir l'interdire. A priori, dans la mesure où c'est des familles d'excitants comme la cocaïne, les amphétamines, c'est dangereux. C'est dangereux à terme, c'est dangereux immédiatement. C'est s'il y a une surdose, on va avoir des convulsions, des hyperthermies malignes, c'est-à-dire que vous allez mourir de fièvre à plus de 42, etc. Bon, on a à chaque fois une dangerosité. Et tant qu'on ne la connaît pas, bien évidemment, on laisse faire quelque chose qui me paraît, moi, scandaleux d'un point de vue sanitaire. Recevoir de la drogue dans sa boîte aux lettres en toute légalité, c'est l'effrayante promesse des dealers d'Internet. Aujourd'hui, il existe plus de 700 sites sur lesquels il est possible de commander des drogues de synthèse dont on ignore tout et qui ne sont pas encore prohibées. Des molécules chimiques en vente libre, mais aussi des party pills. Ces gélules de la défense qui ciblent, en français, les consommateurs les plus jeunes. Des substances dangereuses, pourtant présentées comme des drogues légales, classées en fonction des sensations recherchées. Qui sont ces nouveaux dealers du web qui jouent avec les failles de la loi? Quels sont les effets de leurs pilules qui utilisent la poste comme une nouvelle autoroute de la drogue? Bonjour monsieur. Enchanté, Pierre. Pierre est toxicomane depuis l'âge de 13 ans. Héroïne, cocaïne, acide, plantes chamaniques. Il a tout testé dans sa vie. Aujourd'hui, ce père de 3 enfants ne prend plus la peine d'aller dans la rue pour acheter à un dealer. Il commande directement sa dose en ligne. Donc voilà, ça c'est des sites où vous pouvez commander tout ce que vous voulez. Ça c'est tous les conditionnements, 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, parce que plus on en achète, moins c'est cher forcément. Là, le gramme est à combien alors? Alors le gramme, c'est 100 €. Pour 100 €, vous faites 200 tripes. Donc c'est 50 centimes le trip. C'est honnêtement, en matière de drogue, c'est ce que je connais de moins cher. De la drogue de synthèse ultra puissante, achetée avec une carte bleue, tout à fait légalement. Pierre s'est déjà fait livrer une bonne 50aine de fois par son facteur. Des produits très dangereux, la moindre erreur de dosage, et c'est l'overdose assurée. C'est la grosse cochonnerie, hein. Quand on fume ce type de produit, le goût qu'on a dans la bouche, c'est un goût de plastique brûlé. On sent bien qu'on fume un truc hyper chimique. On sent bien qu'on se détruit les poumons. De toutes les expériences, de tout ce que j'ai pu vivre en matière de drogue, c'est ce que j'ai connu de plus puissant. On a l'impression d'être visité par Dieu. C'est tellement fort qu'on est marqué à vie. Donc, c'est pas des produits à prendre à la légère, ça c'est sûr. Sur Internet, on trouve donc des drogues dévastatrices, prisées par les junkies. Mais le phénomène le plus inquiétant est celui des party pills. Des cachets qui miment les effets de l'ecstasy ou de la cocaïne, sans être pour autant classés comme stupéfiants. En Europe, 1 jeune sur 20 aurait déjà pris de ces produits de synthèse, sans doute rassurés par leur apparente légalité. De l'autre côté du globe, en Nouvelle-Zélande, nous avons pu rencontrer un homme qui a fait fortune grâce à ce vide juridique. Avec son look de rockstar, voici Matt Boden, l'inventeur des party pills. L'homme se vante d'avoir écoulé 26 millions de cachets. Dans ce pays où les pilules de la fête se vendent à tous les coins de rue. Bienvenue chez Cosmic. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas une échoppe sombre et sordide. C'est une boutique claire, pleine de couleurs, et c'est très sympa de venir ici. Mais attention, depuis cet été et la Coupe du Monde de rugby, la loi est plus sévère et seuls les party pills les moins dosés sont encore en vente libre. Ces produits ne doivent pas être trop forts. Ce ne sont pas des substituts aux drogues dures, mais ils donnent de bonnes sensations pour les gens qui cherchent à avoir la pêche ou à se détendre. Pendant 8 ans et jusqu'à l'été dernier, Matt Boden a pu vendre en toute légalité en Nouvelle-Zélande et dans le monde entier des pilules surpuissantes qui imitaient les drogues dures. Il a aussi lancé la mode du cannabis de synthèse. Une drogue légale qui permet de contourner la loi, interdisant de fumer de la marijuana.
Je vous présente Nisha. Et c'est ici qu'on fabrique le cannabis de synthèse. Pour moi, c'est vraiment le parrain. Pourquoi vous l'appelez comme ça? On a beaucoup appris de lui, on ne pourra jamais aller aussi loin. Le parrain de quoi? Le parrain des drogues légales. C'est comme ça que les médias m'appellent ici. Vous allez voir comment se produit du cannabis de synthèse. Bienvenue chez d'authentiques fabricants de drogue. Donc ici, vous avez notre chaîne de production. C'est là que nous fabriquons nos produits, que nous les emballons. On a même une machine pour aller plus vite. De l'herbe inoffensive est imprégné de THC de synthèse, le principe actif du cannabis, reproduit chimiquement. Vous voyez le produit, tout est minutieusement pesé. Nous faisons des paquets de 3 grammes et de 7 grammes. Le plus surprenant, c'est qu'en août dernier, le cannabis de synthèse a pourtant été interdit par la loi en Nouvelle-Zélande. Mais les chimistes ont travaillé vite et quelques semaines plus tard, une nouvelle formule était mise au point, tout aussi puissante que la première, mais elle encore parfaitement légale. Toutes les 6 semaines, les formules changent. C'est tout le problème avec la prohibition. Si vous continuez à interdire les drogues, à chaque fois qu'une drogue est classée illicite, la suivante arrive sur le marché le lendemain. C'est comme ça que ça marche. Et il y en a décidément pour tous les goûts. Des joints aromatisés à la menthe, aux fruits exotiques ou à la pêche. De quoi séduire les jeunes en Nouvelle-Zélande et partout dans le monde. Il y a encore peu, la France était notre 3e marché pour les achats en ligne de pilules. On a un site internet en .fr. Il ne fonctionne pas en ce moment, mais nous espérons bien le relancer. Après avoir longtemps laissé faire, le pays se donne 1 an pour étudier ces nouvelles drogues de synthèse. Un moratoire pendant lequel les trafiquants et les mafias ont pris le relais de Matt Boden. Chez lui, le dealer du web imagine les nouvelles drogues qu'il pourra peut-être commercialiser dès l'an prochain. Salut. Comment ça va? Il est convaincu que ces substances sont une réponse aux dangers de l'alcool et des drogues dures. Il dit œuvrer pour sa fille. Chisandra a 7 ans. Dans 10 ou 11 ans, elle ira en boîte de nuit. Donc j'ai 10 ans pour nettoyer le marché avant que mes enfants ne sortent faire la fête. Et je pense que je suis sur la bonne voie. Quand j'étais jeune, j'allais en boîte de nuit. Et à l'époque, si vous preniez trop de drogue, des mauvaises, vous risquiez de mourir. Mon objectif, c'est que quand ma fille sortira faire la fête, ça n'arrive plus jamais. Ça va? Ça va bien, merci. On va vérifier. En attendant, en France, les douaniers ont bien du mal à faire le tri entre toutes ces drogues, légales ou illégales, qui arrivent par avion. En région parisienne, dans l'un des plus grands centres de tri postal, les agents voient passer 13 000 colis par jour. Ils n'en contrôlent que 2% au hasard ou selon la provenance et l'apparence des paquets. La récolte du matin a été fructueuse. Au laboratoire des douanes, des stupéfiants classiques et des produits à la mode vendus sur Internet vont être analysés. Ça se présente sous diverses formes. Ça peut être, comme dans ce cas-là, de l'écorce. Ça, ce sont des champignons hallucinogènes. Voilà, sinon, on a des échantillons sous forme de petites boîtes, alors qu'ils peuvent contenir de petits comprimés. En permanence, c'est une course sans fin. Dès qu'une substance a été reconnue stupéfiante, l'imagination la transforme un tout petit peu au niveau de sa structure, mais pour essayer de garder les mêmes effets. Dernier exemple en date, la méphédrone, interdite en 2010, après avoir fait des ravages dans toute l'Europe. Voilà. Désormais, c'est un de ses dérivés que les douaniers interceptent dans les colis. D'accord. Elle est classée parmi les stupéfiants, oui. Voilà. Et celle-ci, qui ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau, ne l'est pas. N'est pas interdite. D'accord. Pas encore. Ici, ils ont rajouté un bâton, quoi. Voilà. On peut dire ça comme ça. Il y a cette partie-là en plus. Si on coupait là, on a exactement la même chose. D'accord. Pour faire ça, qu'est-ce que c'est compliqué ou pas? Pour des chimistes, tout peut se faire. Nous avons rencontré un nouvel accro à cette molécule, aujourd'hui vendue en toute légalité sur Internet.
Julien a 45 ans. Lui qui n'avait jamais fumé un joint de sa vie, a acheté en ligne ses premières doses il y a 1 an et demi. Une drogue dure qui l'a coupé du monde, enfermé dans sa bulle. Je peux passer ma journée à essayer de trouver quelque chose sur Internet. L'ordinateur, c'est une tentation extrêmement forte. Quand je dois le nommer, c'est vrai que c'est pour moi le diable. C'est le diable qui est là, qui est présent et auquel il faut résister. Depuis 2 mois, Julien essaye de décrocher. Plusieurs de ses amis sont morts en s'injectant ce même produit. Une drogue de synthèse à la mode dans le milieu gay. Bonjour, docteur. Venez. À l'hôpital Beaujon, il est suivi pour sa forte dépendance. Bien. Comment allez-vous? Ben écoutez, bien. Bon. Bien. De mieux en mieux, j'ai le sentiment qu'on avance. Ça progresse. Oui. Très bien. Les activités sexuelles. Julien s'injecte encore plusieurs fois par semaine ce produit. On lui a d'abord présenté comme festif et désinhibant. Je suis perdu. Sexe et drogue, un cocktail devenu infernal. Dès qu'on a fait l'injection, qu'on commence un peu à s'amuser, immédiatement on commence à regarder la table où sont les seringues, les produits, et on se dit bon, allez, si j'en refaisais une. Et voilà, l'injection devient obsessionnelle. Et j'ai eu le sentiment que je devenais un junkie qui appréciait ce qu'il venait de faire. Vous étiez de l'autre côté de la barrière et vous veniez de franchir une frontière où vous sentiez que, quoi, vous ne pouviez pas revenir en arrière? C'est le sentiment que j'ai eu à ce moment-là. Je me vidais de ma substance et je n'étais plus qu'un être qui pensait au sexe et à la drogue. Voilà, oui. Je n'étais plus que ça. Au départ, j'ai aimé la personne que la drogue m'a fait devenir, mais après, ça s'est retourné. Et là, non. Là, j'ai commencé à détester celui que je devenais. Le docteur Battel suit une vingtaine de patients qui s'injectent ces granules vertes. Comme pour faire moins peur, avec ces produits, on ne dit plus se shooter, mais se slammer. C'est pourtant la même chose. Le mode d'injection est absolument dramatique parce qu'il va engendrer une toxicomanie extrêmement dure. Et tellement dure qu'on ne l'a jamais rencontrée. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais rencontré, parmi mes héroïnomanes, mes cocaïnomanes, de sujets qui me disent qu'ils vont se slammer jusqu'à 72 fois en 72 heures, c'est-à-dire quasiment une injection 1 heure par heure, ce qui est absolument monstrueux, avec des dommages absolument majeurs sur le plan des bras et des risques extrêmement importants en termes d'infection, cardiaque, une endocardite, d'infection locale, de septicémie, alors que... Une drogue qui devrait être interdite en France dans les prochains mois. Mais son nouveau dérivé est, paraît-il, déjà synthétisé, déjà prêt à être vendu sur Internet en toute légalité. Voilà pour ce reportage de Romain Verlet, un peu surprenant. Hein. Et on est ici avec vous, professeur Michel Reynaud, dans cet hôpital Paul Brousse de Villejuif, où vous dirigez le service d'addictologie et de psychiatrie. Vous connaissiez, j'imagine, ces drogues comme ça, artificielles, enfin ces drogues surtout de substitution? Oui, hélas oui, parce qu'il y a une augmentation régulière, avec à peu près un doublement chaque année. Donc là, on est à une nouvelle par semaine. L'année dernière, c'était une vingtaine. L'année d'avant, c'était une dizaine. Les chimistes illégaux se sont mis sur cette espèce de marché. C'est extrêmement facile de fabriquer des produits qui agissent sur les récepteurs cérébraux et donc tout est possible, c'est-à-dire qu'on peut agir sur toute sensation, toute émotion, toute stimulation sexuelle et c'est très bien expliqué. C'est facile à fabriquer et c'est sans danger parce que ce sont des drogues qui ne sont pas illégales. C'est facile à fabriquer et on sait quelle est la puissance de l'industrie chimique illégale, des trafiquants qui ont travaillé sur l'héroïne ou la cocaïne. Donc, et maintenant sur les drogues de synthèse, ils se sont totalement réorganisés. Donc c'est extrêmement facile pour un professionnel et ce n'est absolument pas illégal puisque on fait l'illégalité produit par produit. Et comme ça a été très bien montré, il suffit de changer une molécule pour avoir un nouveau produit. Et ça vous inquiète, ça, aujourd'hui ? Ça m'inquiète parce que c'est extrêmement facile et que ça va dans le développement des connaissances cérébrales actuelles et de la neurochimie actuelle. Donc, je pense que tout est possible. Et il faut plutôt quasiment apprendre venir à regretter les bonnes vieilles drogues classiques, si je vous ai bien compris. Je pense que l'enjeu est d'apprendre aux gens à gérer.
On n'arrivera pas, on est toujours en retard de 6 mois sur les trafiquants. Il y a un échec de la politique de ces 5 dernières années qui s'est voulu répressive et qui, sur le cannabis, n'a pas empêché l'augmentation des expérimentations. On consomme plus. On consomme plus. Et on teste davantage. Un peu moins avant 17 ans, et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, entre 18 et 30 ans, la consommation a augmenté. Mais les consommations de cannabis ont augmenté. La consommation de cocaïne a quadruplé dans les 5 à 10 dernières années. Les drogues de synthèse sont maintenant extrêmement faciles. Donc je pense qu'on est dans une société qui pousse à chercher le plaisir et qui donne les moyens, en particulier par Internet, d'y avoir accès, et que tout l'enjeu est d'arriver à apprendre la dangerosité de ces produits et à apprendre à gérer. Alors, ce que je vais vous dire, qu'est-ce qu'on fait? Parce que la politique officielle depuis toujours en France, c'est l'interdit, c'est l'interdiction, c'est la prohibition. Et là, vous dites, on arrive aux limites de cette politique-là. Je pense qu'on arrive aux limites de cette politique-là et que on est encore sous la loi de 70 qui date de l'époque des héroïnomanes. Le cannabis à l'époque n'avait aucune importance. Donc on traite de la même manière des drogues complètement différentes. Donc il faut qu'on ait une politique d'information générale et une prévention avec des interventions ciblées le plus précoce possible dans les écoles, chez les jeunes, enfin dans les collèges et lycées, dans les lieux festifs, pour chez les exclus. La nature des produits et leur dangerosité. Non, pour commencer à soigner le plus tôt possible. Ah bon, directement. Lorsqu'il y a des consommations, dès qu'elles commencent à poser des problèmes, il faudrait qu'il y ait une réponse sanitaire. Bon, et vous ne craignez pas que avec vraisemblablement une première réponse répressive pour les produits interdits. Et vous ne craignez pas que légaliser ou dépénaliser ou autoriser, ça risque pas de faire exploser complètement la consommation et de supprimer cet interdit qui peut être une barrière et un frein? Alors on peut imaginer une régulation, c'est-à-dire un interdit chez les moins de 18 ans de toute consommation, car c'est l'âge le plus à risque, et une répression de toutes les consommations nocives pour autrui et de tous les actes nocifs pour autrui, et puis parallèlement un repérage, une intervention précoce. Parce que là on arrive très en aval, c'est-à-dire lorsque les gens sont déjà très gravement atteints. D'accord, et vous dites on a intérêt, il serait temps d'avoir un vrai débat là-dessus, qu'on en parle vraiment. Il faut avoir un débat, mais qui prenne le temps d'essayer de réfléchir à des solutions pragmatiques et efficaces. Parce qu'on sait, vous me disiez l'interdit, on a vu dans les pays d'Europe, la législation sur le cannabis est très variée. On a vu que la législation, le degré d'interdit n'a quasiment aucun lien avec l'importance de la consommation. Alors vous faites ma transition, merci professeur Reynaud. Ma transition parce qu'on va parler de cannabis justement. Et on voit que l'Europe est très hésitante là-dessus. Quelquefois on va autoriser les coffee shops aux Pays-Bas, on va interdire ici. Maintenant en Espagne, la dernière chose c'est que sous couvert d'être dans une association, on peut faire pousser pour les membres de son association. Donc on arrive à des situations compliquées. Bref, le cannabis se relocalise, on produit de plus en plus localement dans les pays où on consomme et ça peut aussi plaire aux trafiquants. L'enquête est signée Nathalie Sapena, Annie Triboire et Elodie Medj. Grazalema, 2000 habitants. En plein cœur de l'Andalousie, un village aux maisons blanches, comme figé dans ses traditions. Et l'une des traditions locales, c'est la culture du cannabis. Parmi les villageois, Jean-Michel Rodriguez, un enseignant français. Il vient ici en vacances depuis des années. Bon voilà une petite afghane. Nous sommes fin avril. Il est temps pour lui de mettre en terre ses plants de cannabis. Moi, depuis que j'ai compris que le marché noir ne vendait que du poison et que c'était facile à cultiver, d'avoir des produits écologiques, ça fait 20 ans à peu près, un peu plus de 20 ans que je cultive. Ça fait 20 ans qu'ici, dans ce petit patio... Je cultive, ouais. En France, là, vous seriez passible de... Le code pénal prévoit jusqu'à 30 ans de prison pour un cultivateur. La prison en France, le droit de cultiver en Espagne. Sous le soleil andalou, Petite Pousse deviendra grande. Dans quelques mois, elle fera 1 à 2 mètres de haut, comme le montrent ces photos prises l'été dernier. À l'automne, Jean-Michel récoltera environ 2 kilos d'herbe. Jean-Michel a le droit de faire pousser, mais aussi de distribuer son cannabis, sans être poursuivi pour trafic de drogue. C'est une variété Claustrum. Mais il y a 2 conditions à respecter.
Son cannabis ne doit pas lui rapporter d'argent et il est réservé uniquement aux membres du club qu'il a créé avec 6 habitants du village. À peu près. Là, on a un petit peu plus. Tenez. Depuis un an, Alonso, ouvrier agricole, se fournit dans le salon de Jean-Michel. Fini le marché noir. C'est moins cher, beaucoup moins cher. Regardez, une petite quantité comme ça, c'est 20 € si tu l'achètes dans la rue. Et c'est un minimum. Ici, c'est 50 centimes le gramme. On ne cherche pas à faire de l'argent. Nous, ce qu'on veut, c'est maintenir la qualité de notre herbe. Et pour ça, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. À la cinquantaine passée, Jean-Michel fait partie des 13 millions d'amateurs de cannabis que compte l'Europe. Des fumeurs qui consomment une production de plus en plus locale. Interdit dans certains pays, toléré ailleurs, le cannabis est de loin la drogue la plus consommée et sa production est en train de vivre une révolution. Les amateurs mais aussi les trafiquants font désormais pousser le fameux chanvre à domicile. Rien qu'en France, le nombre des plantations démantelées explose. 70 000 pieds arrachés l'an dernier par les policiers, un tiers de plus que l'année précédente. Les cannabiculteurs font pousser la drogue au milieu des champs de maïs, ou même en pleine ville comme dans ce hangar de la Courneuve. 700 pieds saisis à 2 km de Paris. De simples pavillons cachent parfois des plantations intérieures indétectables. Consommation personnelle ou drogue destinée à la revente, c'est souvent la quantité qui permet de faire la différence. Quelque part près de Cahors, une femme ne se remet toujours pas de ce qu'elle a découvert il y a 8 mois, un matin de septembre. Tout au bout de son terrain, après avoir contourné le réservoir de butane, il faut marcher 5 bonnes minutes pour atteindre l'endroit où se cachaient plusieurs centaines de plants de cannabis. La culture allait s'étendre donc tout le long là, tout le long, là, partout. Tout autour de ce chantier abandonné, 239 pieds de chanvre en pleine terre ou en pot. On voit encore des restes de peau par-ci, par-là, là-bas. À 600 mètres de sa maison, une immense plantation restée secrète jusqu'à ce fameux 20 septembre. C'était la forêt vierge, on ne voyait rien. Tout était vert. Vraiment une forêt tropicale et une odeur. Vu la quantité de pieds, il y avait 220 kilos de cannabis. Une odeur ? Une odeur très forte, très entêtante, qui prenait la tête. D'ailleurs, en rentrant à la maison, moi j'avais un mal de tête épouvantable. Aujourd'hui, la migraine est passée. Et Florence a même gardé un petit souvenir de son incroyable découverte. Bon, ben voilà, ça c'est la cueillette du 20 septembre sur le terrain. Voilà. Une saisie record dans la région. Forcément, l'affaire a fait la une de la presse locale. C'est lorsqu'elle a réalisé l'ampleur du trafic potentiel que Florence a commencé à se faire du mauvais son. Quand on a 220 kilos de cannabis prêts à récolter, on peut dire que c'est un gros trafiquant. Je pense qu'il peut être dangereux. Si ce n'est pas lui, c'est le réseau qui l'entoure, parce que je pense qu'il y a un réseau, à mon sens. Et parfois, j'ai des inquiétudes parce que j'ai peur des représailles. Gros réseau de trafiquants de drogue, simple amateur de cannabis, qui se cache derrière la plantation de Cahors. Quelques heures après sa découverte, Florence se rend chez les policiers, qui perquisitionnent chez son voisin. Et voici ce que les hommes du commissaire Canouet ont trouvé dans le jardin. Voilà, donc en fait, il y avait plusieurs implantations sur diverses parties du terrain. À Cahors, on n'avait jamais vu autant d'herbes. Les policiers ont mis plus de 3 heures pour couper tous les plants. Il a même fallu une benne pour transporter les 220 kilos de végétaux qui ont été brûlés le lendemain. Et en fouillant la maison, nouvelle découverte. Voilà le petit matériel qui est utilisé. C'est ce genre de couture.
Ça, c'est ce qu'il y avait dans son... Dans le sous-sol, c'est équipé l'armoire de culture. Du cannabis poussait également à l'intérieur. Ces lampes chauffantes servaient à faire grandir les jeunes pousses. Je ne sais pas si on peut utiliser le terme de professionnel, mais en tout cas, il y a beaucoup travaillé. Il y a beaucoup travaillé, d'abord sur le plan théorique, il s'est beaucoup renseigné, à la fois sur Internet ou par des amis. Il a effectivement défriché, il a mis en place le système d'irrigation. Il y a vraiment un gros travail. Voilà. C'est plus, on n'est plus dans le registre du hobby ou du loisir. Le jour même de la découverte du cannabis, bonjour. La police a donc arrêté un homme que nous avons retrouvé chez lui. Stéphane est libre, mais sous contrôle judiciaire. Il a accepté de nous livrer sa version de l'affaire. Père de famille de 37 ans, ouvrier, Stéphane assume ce qu'il présente comme une passion personnelle pour le cannabis. Donc là, il y en avait. Un amateur particulièrement éclairé. Avant de planter, il a défriché et préparé le terrain pendant 1 an. Un travail de titan. 2 heures, 3 heures par jour. Jusqu'à la nuit. Je suis rentré du travail à 4h30. Je venais et c'était, voilà, 2-3 heures de travail. Mais après, j'y restais un peu plus parce que j'étais oisif aussi. Je les regardais pousser. Stéphane n'avait pas choisi son terrain par hasard. Les arbres camouflaient parfaitement le cannabis, aisément repérable par les hélicoptères de la gendarmerie. Par vue aérienne, capte tout. Hein. Donc oui, j'avais pensé à ça. Je n'ai pas pensé à tout. Hein. Mais à ça, oui. En voyant toute son installation et surtout la quantité de cannabis planté, difficile de croire qu'il s'agissait d'une production personnelle. C'était la première fois que vous plantiez. C'est pourtant la version de Stéphane. Ça paraît fou. Et pourtant, c'était la vérité. C'était... Ce gros fumeur de joint, sans casier judiciaire, affirme qu'il voulait faire la récolte de sa vie. Non, c'était pour moi. Je fumais beaucoup, je buvais beaucoup, donc je me rendais pas compte de la gravité. J'étais dans un autre monde, quoi. Je fumais même au travail, je fumais, mon patron est au courant, je fumais toute la journée. Je fumais 20-30 joints par jour. Et des gros joints, quoi. Donc j'étais ailleurs. Mais vous n'auriez pas eu envie d'en vendre? J'en donnais, mais je n'en vendais pas. J'en vendais pas parce que j'aime pas. Je voyais les relations que ça faisait quand moi j'étais acheteur. Et je voulais pas de ces relations-là. Et je voulais pas de va-et-vient. Et je voulais pas m'afficher parce que je suis très casanier, j'allais jamais en ville, je restais chez moi. À lui de convaincre la justice. S'il est considéré comme un trafiquant, il risque la prison ferme. En tant que consommateur, il s'expose à une simple amende. La lutte contre les plantations clandestines s'intensifie en France. En Belgique, c'est devenu une priorité nationale. L'an dernier, les autorités du pays ont démantelé plus de 1000 plantations, 3 par jour. Les policiers ont arraché 340 000 plants, 5 fois plus qu'en France. Un cannabis exporté à 90% vers les Pays-Bas. Quelque part près d'Anvers, un centre de formation de la police belge. Pour aider les jeunes recrues à déjouer les ruses des trafiquants, le centre possède même sa propre plantation ultramoderne. La visite est assurée par l'inspecteur principal, Alexandre Kopp. C'est une plantation indoor avec les lampes typiques qu'on peut retrouver, donc ce qu'on appelle des wings, avec des lampes à décharge de sodium de 600 watts. Vous voyez effectivement qu'on peut retrouver des ventilateurs, ce qui va permettre d'homogénéiser la chaleur au sein de la plantation. On a des filtres à charbon actif, les 2 grands tubes blancs que vous avez là, qui eux vont permettre d'aspirer l'air. Et cet air va être rejeté à l'extérieur, mais sans odeur, donc quelque part un air pur. Petit détail, dans cette plantation factice, le cannabis est en plastique. Pour produire de façon quasi industrielle alors que la répression s'accroît, les trafiquants sont de plus en plus inventifs. Dernière trouvaille, cette plantation mobile cachée dans une remorque saisie l'an dernier. Elle peut se déplacer d'endroit en endroit. Il suffit d'avoir une prise extérieure pour pouvoir fonctionner les différentes lampes. Donc c'est encore plus camouflé en fait. C'est encore plus camouflé, beaucoup plus difficile pour les services de police de retomber dessus, oui, tout à fait. En Belgique et en France, on arrache les plantations clandestines.
Pendant ce temps-là, de l'autre côté des Pyrénées, on plante de façon quasi légale. Retour en Espagne, dans la région de Barcelone. Jaume a créé un club privé pour les fumeurs d'Igualada. Il porte un nom sans équivoque, Acció Canábica, un établissement qui a pignon sur rue. Ses adhérents viennent fumer quelques joints après leur journée de travail. Ils viennent aussi se fournir en cannabis. Avant, j'achetais dans la rue, au marché noir. Ici, c'est plus facile. Ah oui, il suffit de venir, pas besoin d'appeler des inconnus pour trouver son cannabis. C'est plus pratique et plus sûr. Depuis 3 ans, Jaume dirige bénévolement ce club qui vient d'atteindre une centaine d'amateurs. Les gens acceptent de plus en plus que l'on consomme du cannabis. Et c'est de moins en moins réprimé. En ce qui nous concerne, nous sommes installés ici depuis longtemps, la mairie le sait, la presse nous connaît, nous n'avons rien à cacher. Pour fournir ses adhérents, le club doit produire chaque année une dizaine de kilos d'herbe. Pour cela, il possède ses propres plantations, une partie d'entre elles est cachée au sous-sol. Aucun des membres n'a le droit d'entrer ici, ni personne de l'extérieur. Seulement les personnes autorisées. Derrière cette porte, une soixantaine de pieds de différentes variétés prêts à être récoltés. Une plantation qui est exploitée avec l'accord des autorités locales. L'an dernier, la police est venue ici, dans ce local, et a vu les plantes. Elle ne les a ni emportées, ni coupées. Le tribunal de la ville d'Igualada a classé notre affaire et nous a donné la permission de faire ce que nous voulions avec nos plantes. Ce n'est pas vraiment autorisé, mais ce n'est pas illégal non plus. Un vide juridique dans lequel se sont engouffrés des centaines de clubs en Espagne. Pour fournir ses 5000 membres, l'un d'entre eux a même demandé à pouvoir exploiter une parcelle de 2 hectares, de quoi planter près de 20 000 pieds. Sur les hauteurs de Rasquera, si la justice donne son accord, ces champs d'amandiers se couvriront bientôt de cannabis. Un champ de drogue à usage récréatif, cultivé en toute légalité, ce serait une première mondiale. Voilà pour ce reportage de Nathalie Sapena et de Annick Tribois. On est bien sûr ici toujours dans le parc André Citroën avec vous, Arnaud Aubron. Alors vous êtes rédacteur en chef aux Inrocks et vous vous êtes spécialisé, vous nous direz pourquoi, sur la drogue. C'est devenu votre sujet de passion numéro 1. Et le dernier ouvrage que vous sortez, ça s'appelle Drug Store. C'est un jeu de mots pour dire que la planète est un gigantesque magasin de drogue. Pour dire qu'effectivement, si on compte les drogues licites et illicites, ça fait beaucoup de gens qui consomment des drogues. Bon. Tout à fait. Et c'est le dictionnaire rock historique et politique des drogues chez Don Quichotte. Voilà. Vous trouvez que la drogue, et vous le dites dans votre prologue, qu'on en parle mal. Et vous citez cette phrase qui est assez rigolote, vous dites les drogues provoquent des comportements irrationnels chez ceux qui n'en consomment jamais. Autrement dit, ceux qui en parlent mal, c'est ceux qui n'en prennent pas. Ouais, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de préjugés. Et quand on parle des drogues, on parle santé publique, mais finalement, je pense que très souvent, on devrait dire que ce sont plutôt des questions de morale qui nous inquiètent. Alors on voit ce reportage de Nathalie Sapena, c'est troublant parce que Vérité des Pyrénées, erreur en ça, c'est toujours pareil. Ici, on interdit, là-bas, on autorise, ou en tout cas, on est dans une espèce de flou juridique qui permet à des associations de fumeurs de se regrouper pour vendre du cannabis. Vous dites en clair, ça fait des années qu'on se bagarre contre la drogue, ça sert à rien, la lutte ne mène à rien, il faut trouver autre chose. On le voit, on n'a pas cette impression en France parce qu'en France les choses ne bougent pas. Mais à l'étranger, partout en Europe, les choses bougent. Je veux dire, aujourd'hui, la France fait partie des 4 ou 5 derniers pays européens. On prévoit des peines de prison pour des simples usagers de stupéfiants, y compris des usagers de cannabis. On a toujours l'impression que finalement, l'un dans l'autre, tout ça va bien. Enfin, il faut jamais oublier qu'il y a 100 000 personnes tous les ans qui se font arrêter pour simple consommation de cannabis. Donc ce n'est quand même pas rien, c'est beaucoup d'activités policières. Et vous voulez quoi? Légalisation, dépénalisation?
légalisation ou Alors, je ne pense pas qu'il y a de modèle idéal. Ce que je pense, c'est qu'il y a des choses à essayer. Hein. Là, on le voit dans ce reportage sur le modèle espagnol. C'est un modèle qui est intéressant. Et alors, ce qui est intéressant dans le modèle espagnol, c'est qu'ils sont allés voir la Commission européenne et ils leur ont demandé est-ce que finalement ce modèle contrevient aux traités internationaux et aux règles européennes. Et en Europe, on a dit bah non. Non, parce que finalement, c'est de la consommation à des fins personnelles, donc ça passe. Donc c'est intéressant, ça se tente. Mais qui devient quasi industriel quand les associations en viennent à cultiver des hectares et des hectares de Tout à fait, mais ce qui est intéressant, cannabis, c'est que tout cela est déposé en préfecture. Alors les gens qui ont fait ce genre d'association disent que c'est assez intéressant d'aller en préfecture déposer ce genre d'association. Et finalement, c'est assez contrôlé et ça règle le problème du marché noir. Je ne pense pas qu'il y a de modèle universel pour ça, mais il y a des choses à essayer. Et en France, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à envisager. Essayer la moindre chose. Qu'est-ce qui se passerait si on vous écoutait? Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aura une explosion de la consommation de drogue en France et notamment chez les jeunes? A priori non, parce que tous les pays qui ont tenté des choses, alors je pense à la Californie, je pense au Portugal, je pense à l'Espagne, je pense aux Pays-Bas, on se rend compte qu'il n'y a pas d'explosion dans ces pays. Et alors il y a vraiment là par contre un paradoxe français qui est qu'on est l'un des pays les plus répressifs en matière de consommation de stupéfiants et pourtant on est l'un des pays où on en consomme le plus. Donc on voit bien à ce niveau-là que l'interdit ne fonctionne pas. Donc il faut essayer si on de trouver des l'autorise, c'est voies que c'est pas moyennes. si mauvais que ça, c'est ce qu'ils vont comprendre les jeunes aussi. Probablement, mais ce qui est mauvais finalement, c'est quoi? C'est le cannabis en soi ou c'est certaines habitudes de consommation qui sont très problématiques. On a en France deux drogues légales, le tabac et l'alcool, qui causent 100 000 morts par an. Le cannabis à ce jour n'a causé aucun décès. On voit bien là que finalement ce qui pose problème, c'est pas le danger, c'est pas la santé publique, c'est des représentations morales de tous ces produits. Alors il y en a qui disent, j'en fais partie, que justement pour les jeunes, vous parlez alcool et tabac. On se dit que l'alcool et le tabac, ça donne des maladies plus tard, une cirrhose, un cancer, etc. Alors que la drogue et le cannabis, notamment à l'école, ça désocialise, ça rend parano éventuellement, ça fait baisser les résultats scolaires, ça hypothèque son présent et son avenir immédiat par rapport à ces drogues légales que sont le tabac. Par rapport à l'alcool, un jeune qui consommerait de l'alcool dans le cadre de l'école, je pense que ce serait pas beaucoup mieux qu'un jeune qui consommerait du cannabis. Il faut jamais oublier que dans tous les classements médicaux qui ont été réalisés par l'OMS, en France, il y a eu un rapport de la commission Roch, classait l'alcool et l'héroïne au même degré de dangerosité. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer. Et pourquoi? Quelle est la différence? Parce que dans un cas, on a des parents qui ont appris à leurs enfants que l'alcool, on n'allait pas consommer du whisky le matin, qu'on pouvait éventuellement boire un peu de vin rouge à table, des choses comme ça. On a civilisé cette drogue depuis des générations et des générations. Donc même si elle est chimiquement dangereuse, on a réussi à l'apprivoiser. Ce qui n'est absolument pas le cas de l'héroïne, mais à l'arrivée... Parce qu'on ne peut pas en parler, parce que c'est interdit, donc on ne peut pas avoir cette conduite-là. Exactement, exactement. Il faut essayer de civiliser les drogues. Alors, est-ce que politiquement ça va changer, puisque le gouvernement change, le président change? Alors, l'autre jour, il y a François Rebsamen, on ne sait pas s'il sera dans le gouvernement, c'est à l'heure où on enregistre, mais qui lui proposait de contraventionnaliser l'usage du cannabis, autrement dit, de ne plus en faire un délit, mais c'est une simple contravention. Il a été rabroué par François Hollande. Ça va bouger ou ça va pas bouger? Je pense que ça ne bougera pas. Je pense que ça ne bougera pas. Il y a un dossier qui pourrait avancer, qui est celui des salles de consommation d'héroïne auquel François Hollande s'est déclaré favorable, l'INSERM s'est déclaré favorable. Donc ça pourrait bouger sur ce dossier-là. Sur le dossier de dépénalisation, contraventionnalisation, ainsi de suite, il y a de grandes chances que ça ne bouge pas. Ça vous a déçu, ça? Oui, parce que je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel la gauche pourrait tenter une avancée. Mais il y a un tabou, il y a un tel consensus sur cette question qu'effectivement on ne voit pas en France comment ça bougera, alors que dans beaucoup de pays européens, ça bouge actuellement. Vous diriez quoi à un jeune qui a envie de fumer son premier pétard? Que toutes les drogues sont dangereuses et qu'il n'y a pas de consommation anodine. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre. Ça s'appelle donc Drug Store aux éditions Don Quichotte et c'est un dictionnaire en fait, dans lequel on pioche, on fait des découvertes à la fois sur des personnalités, des mots, des termes à propos bien sûr de la drogue. Voilà, on arrive au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur ce qu'est la drogue et sur ce qu'on vient de faire à propos d'elle. Je remercie la ville de Paris, ses parcs et jardins qui nous ouvrent les portes de ce très beau parc. Je remercie ceux qui m'ont aidé à préparer l'émission, que ce soit Gilles Delbos et Joël Bruandé à la rédaction en chef, Fanny Rose Conquier à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine, nous irons à Cannes parler a priori de cinéma. Ça devrait être le thème choisi pour Cannes. Voilà, je vous laisse avec Elisabeth Chongui et avant-première, puisque la soirée n'est pas finie sur France 2. Bonne soirée à vous. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur france2.fr.